le ciel nocturne est noir. C'est un fait si banal, si évident, si parfaitement ordinaire que personne ne songe à s'en étonner. Et pourtant, cette obscurité contient l'un des secrets les plus profonds de l'univers. Un secret qui a hanté les plus grands esprits scientifiques pendant 4 siècles. Un secret dont la résolution a exigé de remettre en question tout ce que l'humanité croyait savoir sur la nature du cosmos. Et un secret dont la réponse finale, quand elle est venue, n'est pas venue d'un physicien ni d'un astronome, mais d'un poète qui écrivait des histoires d'horreur. Sortez ce soir et levez les yeux. Qu'est-ce que vous voyez? Des étoiles, quelques dizaines peut-être si vous êtes loin de la ville, quelques milliers dans les conditions les plus favorables. Mais entre elles, du noir. Énormément de noir. Un vide apparent, un silence lumineux, une obscurité immense qui semble s'étendre à l'infini dans toutes les directions. Cela paraît normal, cela paraît évident. Cela paraît être la façon dont les choses sont et ont toujours été. Mais réfléchissez-y une seconde. Rien que dans notre galaxie, la Voie lactée, il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Et des galaxies, les télescopes en ont compté des milliers de milliards dans l'univers observable. Chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Toutes ces étoiles brillent en permanence, dans toutes les directions, depuis des milliards d'années. Alors pourquoi y a-t-il du noir entre elles? Pourquoi la nuit est-elle noire? Si cette exploration vous captive, un pouce levé et un abonnement nous aideraient énormément, et cela compterait beaucoup pour nous. Car cette question, derrière sa simplicité apparente, contient rien de moins que l'histoire de l'univers, la preuve du Big Bang et la révélation que le ciel nocturne n'est pas noir du tout. Pour comprendre pourquoi cette question est un problème, il faut se mettre dans la tête de ceux qui, pendant des siècles, étaient convaincus que l'univers était infini. Infini en taille, infini en âge, rempli d'étoiles dans toutes les directions et pour toujours. Et si c'est le cas, alors un raisonnement simple mais implacable conduit à une conclusion terrifiante. Imaginez une forêt immense, si immense qu'elle n'a pas de fin. Peu importe la direction dans laquelle vous regardez, votre regard finit toujours par tomber sur le tronc d'un arbre. Peut-être qu'il est à 10 mètres, peut-être à 100 mètres, peut-être à 100 kilomètres. Mais dans une forêt infinie, chaque ligne de visée aboutit sur un arbre. Pas de trouée, pas de ciel visible. Juste des troncs, partout, dans toutes les directions. Dans un univers infini rempli d'étoiles, c'est exactement la même chose. Chaque direction dans laquelle vous pointez le doigt finit par tomber sur la surface d'une étoile. Peut-être proche, peut-être à des milliards d'années-lumière, mais elle est là et elle brille. On pourrait objecter que les étoiles lointaines sont moins lumineuses. C'est vrai. C'est la loi de l'inverse du carré. Une étoile 2 fois plus loin paraît 4 fois moins brillante. Mais il y a un concept que la plupart des gens ne connaissent pas et qui change tout. C'est la brillance de surface. Prenez le Soleil. Éloignez-le 3 fois plus loin. Sa luminosité totale baisse de 9 fois. Mais son diamètre apparent diminue aussi. Il paraît 9 fois plus petit en surface. Quand vous faites le calcul, la brillance de chaque petit point de sa surface reste exactement la même. C'est comme un écran de télévision que vous reculez dans le salon. L'écran apparaît plus petit, mais chaque pixel est toujours aussi lumineux. La couleur de chaque pixel ne change pas avec la distance. Vous voyez toujours le même blanc, le même rouge, le même bleu. Et cela change tout. Parce que cela signifie que peu importe la distance, si votre regard tombe sur la surface d'une étoile, ce point du ciel a une brillance comparable à celle d'une surface stellaire. Pas un peu brillant, pas vaguement lumineux, aussi brillant que la surface d'une étoile. Dans un univers infini, éternel et uniformément peuplé d'étoiles, chaque point du ciel devrait avoir la brillance d'une surface stellaire. Le ciel entier devrait être un mur de feu, de jour comme de nuit. Pas de crépuscule, pas d'étoiles scintillant sur fond noir. Juste une lumière aveuglante, partout, tout le temps. La Terre serait inhabitable. La vie n'existerait pas. Rien ne pourrait exister parce que tout serait porté à des milliers de degrés. Et pourtant, quand vous sortez le soir, le ciel est noir. Énormément de noir. Ce n'est pas un détail. C'est une contradiction frontale entre ce qu'on observe et ce que la logique prédit. Si l'univers est infini et éternel, le ciel devrait être blanc. Or, il est noir.
Donc l'un des deux a tort, soit l'univers n'est pas ce qu'on croit, soit on a raté quelque chose de fondamental. Ce problème porte le nom de paradoxe d'Olbers, du nom de l'astronome allemand Heinrich Olbers, qui lui donna sa formulation la plus connue en 1823. Mais le problème était discuté bien avant lui, et l'histoire de ceux qui ont essayé de le résoudre est aussi fascinante que la réponse elle-même. Le premier à poser la question explicitement est un Anglais du XVIe siècle nommé Thomas Digges. En 1576, Digges publie un texte dans lequel il défend le modèle héliocentrique de Copernic, la Terre tourne autour du Soleil, pas l'inverse. Mais Digges va beaucoup plus loin que Copernic. Copernic pensait encore que les étoiles étaient fixées sur une sphère, comme des clous plantés dans un plafond. Il y avait un bord, une limite. Digges supprime la sphère. Pour lui, les étoiles s'étendent à l'infini dans toutes les directions. C'est le premier, dans un texte publié, à imaginer un univers véritablement infini. Et c'est là qu'il réalise le problème. Si les étoiles sont partout, si elles remplissent l'espace dans toutes les directions sans fin, pourquoi ne les voit-on pas toutes? Pourquoi y a-t-il du noir entre elles? Il n'avait pas trouvé de réponse, mais il avait posé la question. Et rien que cela, en 1576, était déjà énorme. Parce que pour se poser cette question, il fallait d'abord accepter que l'univers puisse être infini. Et à l'époque, c'était une idée radicale. L'Église défendait un cosmos fini, ordonné, avec la Terre au centre et les étoiles sur une sphère fixe. Dire que l'univers n'avait pas de bord, c'était remettre en question l'ordre établi. 34 ans plus tard, en 1610, c'est Johannes Kepler qui s'y attaque. Kepler, le génie qui a découvert les lois du mouvement des planètes, l'homme dont les calculs ont permis de prédire avec précision les orbites de Mars, de Jupiter et de toutes les planètes connues. Et Kepler ne cherche pas à résoudre le paradoxe. Il l'utilise comme preuve. Si le ciel est noir, dit-il, c'est que l'univers n'est pas infini. Le noir du ciel est la démonstration qu'il y a une limite, un bord, un endroit où les étoiles s'arrêtent. Au-delà, c'est le vide, le néant. Pour Kepler, le problème était réglé, sauf qu'il ne l'était pas, parce que la réponse de Kepler est trop simple. Elle décrit, mais elle n'explique pas. Et d'autres astronomes ne sont pas prêts à abandonner l'idée d'un univers infini, simplement parce que le ciel est noir. En 1721, Edmond Halley, celui de la comète, reprend le problème et fait un calcul malin. Il divise l'univers en couches concentriques, comme des pelures d'oignons. La première couche est proche, elle contient peu d'étoiles, mais elles sont brillantes. La deuxième couche est 2 fois plus loin. Elle contient 4 fois plus d'étoiles, mais chacune est 4 fois moins lumineuse. Résultat, la contribution lumineuse totale de chaque couche est exactement la même. Première couche, deuxième couche, centième couche, millionième couche, même contribution. Et s'il y a une infinité de couches, la lumière totale est infinie. Le paradoxe tient toujours, renforcé par les mathématiques. En 1744, l'astronome suisse Jean-Philippe Loy de Chezeaux propose une solution. Peut-être que la lumière des étoiles lointaines est absorbée en chemin. Peut-être qu'il y a de la matière entre les étoiles, de la poussière, du gaz, quelque chose qui bloque la lumière comme un brouillard bloquerait la vue. Olbers reprendra exactement la même idée en 1823. C'est élégant, c'est intuitif. Sauf que c'est faux. Parce que la poussière qui absorbe la lumière chauffe. Tout corps qui absorbe de l'énergie finit par en réémettre. Si la poussière chauffe assez longtemps, et dans un univers éternel elle a littéralement tout le temps du monde, elle finit par rayonner elle-même avec autant d'intensité que les étoiles qu'elle cache. C'est comme mettre un parave devant un radiateur. Au bout d'un moment, le paravent est aussi chaud que le radiateur lui-même. La solution ne résout rien. Elle déplace le problème sans le résoudre. En 1823, le paradoxe est vieux de presque 250 ans. Les plus grands esprits scientifiques s'y sont cassés les dents. Kepler, Halley, Chezeaux, Olbers. Personne n'a trouvé de solution satisfaisante. Et c'est là que l'histoire prend un tournant extraordinaire. Parce que la première personne à entrevoir le début d'une vraie réponse n'est pas un physicien, ni un astronome, ni un mathématicien. C'est un poète. Edgar Allan Poe, l'auteur du Corbeau, l'inventeur du roman policier, l'homme qui écrivait des histoires de meurtre,
de folie, de terreur, l'inventeur du récit d'horreur psychologique. C'est lui qui a entrevu, avant tous les scientifiques de son époque, l'idée centrale de la solution à un problème que les plus grands esprits n'arrivaient pas à résoudre depuis 3 siècles. En 1848, Poe publie un texte étrange intitulé Eureka, un long poème en prose dans lequel il ne décrit rien de moins que la naissance, la structure et le destin de l'univers entier. Les critiques le descendent. Ses amis pensent qu'il a perdu la tête. C'est un auteur de nouvelles fantastiques qui prétend expliquer le cosmos. Le 3 février 1848, il donne une conférence sur Eureka à la Society Library de New York. 60 personnes dans la salle. C'est loin d'être un triomphe. Poe, lui, est convaincu que c'est son chef-d'œuvre. Plus important que le corbeau. Plus important que toutes ces nouvelles réunies. Il pense avoir écrit le texte le plus important de sa vie. Et il avait peut-être raison. Parce que dans Eureka, il y a un passage où Poe écrit, en substance, « Si les étoiles étaient infinies en nombre, alors chaque coin du ciel serait lumineux comme la Voie lactée elle-même, puisqu'il n'y aurait aucun point dans tout cet arrière-plan où il n'existerait pas une étoile. » Il reformule le paradoxe d'Olbers avec une clarté parfaite, mieux que la plupart des scientifiques de son époque. Et puis il donne sa réponse. La lumière voyage à une vitesse finie. Elle met du temps à traverser l'espace. L'univers a un âge. Il n'a pas toujours existé. Il y a eu un moment dans le passé où les étoiles n'existaient pas encore, où rien ne brillait, où l'univers était jeune, sombre et vide de lumière. Et si l'univers a un âge et que la lumière met du temps à voyager, alors la lumière des étoiles les plus lointaines n'a tout simplement pas eu le temps d'arriver jusqu'à nous. Elle est en chemin, quelque part dans le vide, entre ces étoiles et nos yeux. Les zones noires du ciel ne sont pas des zones vides. Ce sont des zones dont la lumière est encore en route. L'idée de Poe tient en une seule phrase, « Il n'y a tout simplement pas eu assez de temps ». Il a écrit cela en 1848, 80 ans avant que Hubble ne découvre que l'univers est en expansion. 120 ans avant la découverte du fond diffus cosmologique. Un poète, avec son intuition et sa plume, sans télescope, sans équation, sans laboratoire, avait anticipé un élément central de la réponse. Il est mort 1 an plus tard, en 1849, à 40 ans, dans des circonstances mystérieuses, retrouvé dans les rues de Baltimore, délirant, portant des vêtements qui n'étaient pas les siens. On ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé. Il ne saura jamais qu'il avait entrevu la clé d'un problème vieux de 3 siècles. Ce n'est qu'en 1987 que l'astronome Edward Harrison, dans son livre Darkness at Night, reconnaîtra publiquement que Poe avait eu, bien avant les physiciens, l'une des intuitions décisives sur la solution au paradoxe d'Olbers. En 1901, Lord Kelvin, l'un des physiciens les plus importants du XIXe siècle, celui qui a donné son nom à l'échelle de température absolue, reprend l'argument de Poe et le met en équation. Il calcule combien de temps il faudrait, dans un univers statique rempli d'étoiles, pour que la lumière de toutes ces étoiles remplisse le ciel et le rende uniformément brillant. La réponse est un nombre d'une absurdité cosmique, de l'ordre de 10 puissance 23 ans. C'est 1 suivi de 23 zéros. L'univers n'a que 13,8 milliards d'années. Nous n'en sommes même pas à une fraction infinitésimale du temps nécessaire. Kelvin avait formalisé par le calcul ce que Poe avait deviné par l'intuition. L'univers est beaucoup trop jeune pour que le ciel soit lumineux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'en 1929, Edwin Hubble fait une découverte qui change absolument tout. Hubble travaille au mont Wilson en Californie, avec le plus grand télescope du monde à l'époque, le télescope Hooker de 2,5 mètres de diamètre. Et en observant les galaxies lointaines, il remarque quelque chose d'étrange. Leur lumière est systématiquement décalée vers le rouge. C'est l'effet Doppler appliqué à la lumière. Vous connaissez l'effet Doppler pour le son. Une ambulance a un son plus aigu quand elle s'approche et plus grave quand elle s'éloigne. Les ondes sont comprimées dans un sens, étirées dans l'autre. Pour la lumière, c'est pareil. Si la lumière d'une galaxie est décalée vers le rouge, cela signifie que la galaxie s'éloigne de nous. Et Hubble découvre que toutes les galaxies s'éloignent, dans toutes les directions. Et plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. L'univers est en expansion.
c'est la découverte la plus monumentale de l'astronomie du XXe siècle. Et elle fournit la deuxième pièce du puzzle du paradoxe d'Olbers. Dans un univers en expansion, la lumière des étoiles lointaines n'est pas seulement en retard. Elle est aussi physiquement étirée. L'espace lui-même se dilate, et la lumière qui le traverse se dilate avec lui. Sa longueur d'onde augmente. Elle perd de l'énergie. La lumière visible devient de l'infrarouge. L'infrarouge devient des micro-ondes. Et les micro-ondes sont invisibles à l'œil nu. C'est comme dessiner une onde sur un élastique puis l'étirer. L'onde s'aplatit, perd en amplitude, devient imperceptible. C'est exactement ce qui arrive à la lumière des étoiles les plus lointaines dans un univers en expansion. Il est important de mentionner ici qu'Albert Einstein lui-même avait manqué cette découverte de peu, et que son erreur est l'une des plus célèbres de l'histoire de la physique. Quand Einstein publia sa théorie de la relativité générale en 1915, ses équations prédisaient naturellement un univers dynamique, soit en expansion, soit en contraction. Mais Einstein, comme la plupart des scientifiques de son époque, était convaincu que l'univers était statique, immuable, éternel. Pour forcer ses équations à produire un univers statique, il ajouta un terme supplémentaire, la constante cosmologique, une sorte de force répulsive qui contrebalançait exactement l'attraction gravitationnelle et maintenait l'univers en équilibre. Quand Hubble découvrit l'expansion en 1929, Einstein réalisa que la constante cosmologique était inutile. Il l'aurait qualifiée, selon la légende, de plus grande erreur de sa vie. S'il avait fait confiance à ses propres équations, il aurait pu prédire l'expansion de l'univers 13 ans avant Hubble. Ironie supplémentaire, la constante cosmologique qu'Einstein avait introduite et rejetée reviendra des décennies plus tard sous une forme différente, quand les physiciens découvriront l'accélération de l'expansion de l'univers. James Peebles, prix Nobel de physique en 2019, est l'un des architectes principaux de notre compréhension moderne de la cosmologie. Peebles a passé des décennies à développer le cadre théorique qui explique comment l'univers a évolué depuis le Big Bang jusqu'à l'état que nous observons aujourd'hui. Ses travaux sur la nucléosynthèse primordiale, sur la formation des structures cosmiques et sur le fond diffus cosmologique ont transformé la cosmologie d'une discipline spéculative en une science de précision. Le comité Nobel, en lui décernant le prix, a souligné que Peebles avait contribué plus que quiconque à faire de la cosmologie une science quantitative. Et la cosmologie de Peebles confirme, enrichit et approfondit la réponse au paradoxe d'Olbers que Poe avait entrevu un siècle et demi plus tôt. L'univers a un âge. Il n'a pas toujours été tel qu'il est. Il a évolué. Et cette évolution est la clé de l'obscurité du ciel. Il y a aussi une troisième raison pour laquelle le ciel est noir, et elle concerne les étoiles elles-mêmes. Les étoiles meurent. On a longtemps cru qu'elles brillaient éternellement. Des flammes éternelles accrochées au firmament. Mais la physique du XXe siècle a révélé que les étoiles fonctionnent par réaction thermonucléaire. Elles brûlent de l'hydrogène, le transforment en hélium, et quand le carburant est épuisé, elles s'éteignent. Hans Bethe, prix Nobel de physique en 1967, a élucidé le mécanisme précis par lequel les étoiles produisent leur énergie. Bethe montra que la fusion nucléaire dans le cœur des étoiles, où 4 noyaux d'hydrogène fusionnent pour former un noyau d'hélium en libérant une quantité colossale d'énergie, suit un cycle de réaction spécifique connu aujourd'hui, sous le nom de cycle CNO et de chaîne proton-proton. Ce mécanisme explique pourquoi le Soleil brille et pourquoi il ne brillera pas éternellement. Le Soleil consomme environ 600 millions de tonnes d'hydrogène chaque seconde. Il en a assez pour durer encore environ 5 milliards d'années. Puis il s'éteindra. Les étoiles les plus massives brûlent leur carburant beaucoup plus vite et ne durent que quelques millions d'années. Les plus petites, les naines rouges, peuvent durer des milliers de milliards d'années, bien plus longtemps que l'âge actuel de l'univers. Mais aucune ne brille éternellement. Subrahmanyam Chandrasekhar, prix Nobel de physique en 1983, a montré que le destin d'une étoile dépend de sa masse. Les étoiles de moins d'environ 1,4 fois la masse du Soleil finissent leur vie comme naines blanches, des cadavres stellaires compacts qui se refroidissent lentement au fil des milliards d'années. Les étoiles plus massives explosent en supernovae
et laissent derrière elles des étoiles à neutrons ou des trous noirs. William Fowler, prix Nobel de physique en 1983 lui aussi, a montré que ces explosions de supernovae sont responsables de la création de la plupart des éléments lourds dans l'univers, le carbone, l'oxygène, le fer, l'or, tout ce qui compose les planètes et nos corps. Les étoiles vivent, meurent, et en mourant, elles ensemencent l'univers des matériaux nécessaires à la formation de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes. C'est un cycle, mais un cycle dans lequel aucune étoile ne brille pour l'éternité. Et si les étoiles ont une durée de vie finie, alors même dans un univers infini, il n'y a aucun moment où il y a assez d'étoiles allumées simultanément pour illuminer tout le ciel. C'est comme une guirlande géante dont chaque ampoule s'allume et s'éteint à des moments différents. Si jamais assez d'ampoules ne sont allumées en même temps pour illuminer l'ensemble, la guirlande ne sera jamais entièrement lumineuse, même si elle est infiniment longue. Donc nous avons 3 raisons pour lesquelles le ciel est noir. L'univers est trop jeune pour que toute la lumière soit parvenue. L'expansion étire la lumière lointaine au point de la rendre invisible. Et les étoiles ne brillent pas éternellement. Les 2 premières raisons règlent l'essentiel du paradoxe. La 3e le renforce. Mais l'histoire ne se termine pas là. Parce qu'en réalité, la nuit n'est pas noire du tout. En 1964, 2 physiciens des Bell Laboratories, dans le New Jersey, font une découverte complètement par accident. Arno Penzias et Robert Wilson. Penzias est un réfugié. Il est né à Munich, en Allemagne, et sa famille a fui le régime nazi quand il était enfant. Arrivé aux États-Unis sans rien, il est devenu physicien. Et le voilà, 20 ans plus tard, en train de travailler sur une antenne radio géante posée sur une colline de Holmdel, dans le New Jersey. L'antenne est un énorme cornet de métal de 6 mètres de haut, qui ressemble à une oreille gigantesque pointée vers le ciel. Penzias et Wilson ne cherchent pas le Big Bang. Ils ne cherchent pas à résoudre le paradoxe d'Olbers. Ils font de la radioastronomie. Ils essayent de capter des signaux faibles provenant de la Voie lactée. Mais il y a un problème. L'antenne capte un bruit de fond, un sifflement faible mais constant, qui semble venir de partout. Pas d'une direction précise, d'absolument partout. Peu importe où il pointe l'antenne, nord, sud, est, ouest, vers le sol, vers le zénith, le bruit est toujours là, toujours le même, toujours de la même intensité. Ils pensent d'abord que c'est un défaut de l'instrument. Ils vérifient tout. Ils démontent l'antenne pièce par pièce, la reconstruisent. Wilson fabrique une nouvelle section de gorge de ses propres mains. Ils envisagent le bruit radio de New York, les retombées d'un essai nucléaire dans le Pacifique, les ceintures de Van Allen. Et puis, ils trouvent 2 pigeons. 2 pigeons qui ont fait leur nid à l'intérieur du cornet de l'antenne. Ils se disent que ce sont peut-être les fientes qui perturbent le signal. Alors, ils attrapent les pigeons avec un piège, ils nettoient tout, ils récurent l'intérieur de l'antenne. Et le bruit est toujours là. Pendant 1 an, ils cherchent. 1 an à éliminer les hypothèses une par une. Et au bout d'1 an, ils comprennent ce qu'ils entendent. Ce n'est pas du bruit, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas des pigeons. C'est la plus ancienne lumière que l'on puisse observer. Un vestige du tout jeune univers. La toute première lumière de l'univers, émise il y a 13,8 milliards d'années, 380 000 ans après le Big Bang, au moment exact où l'univers est devenu transparent. Avant ce moment, pendant 380 000 ans, l'univers était tellement dense, tellement chaud que la lumière ne pouvait pas voyager. Il était opaque, complètement opaque, comme un brouillard infiniment épais. Les photons rebondissaient en permanence sur les particules chargées, comme une balle de ping-pong dans une pièce remplie d'obstacles. Puis, à mesure que l'univers se refroidissait en s'expandant, les électrons libres se combinèrent avec les noyaux atomiques pour former des atomes neutres. La matière devint transparente. Et la lumière s'échappa d'un coup, dans toutes les directions, partout. À cette époque, cette lumière était visible, chaude, orangée, à environ 3000 degrés. Si vous aviez été là, ce qui est évidemment impossible, vous auriez vu un ciel entièrement orange, lumineux et brûlant partout. Pas de noir, pas d'étoiles, juste cette lumière baignant tout l'univers. Mais depuis, l'expansion de l'univers l'a étiré. Sa longueur d'onde a été multipliée par plus de 1000.
Elle est passée du visible au micro-ondes. Sa température est tombée à 2,725 degrés au-dessus du zéro absolu. Moins 270 degrés Celsius. C'est presque rien. Mais pas rien. Et cette lumière est partout, dans toutes les directions. Elle remplit l'univers entier. Vous baignez dedans en ce moment même. Elle traverse les murs, elle traverse votre corps, elle traverse tout. Elle était là avant que la Terre existe, avant que le Soleil existe, avant que les premières étoiles s'allument. C'est le fond diffus cosmologique, le rayonnement de fond cosmique, la lumière fossile du Big Bang. Et c'est cette lumière que Penzias et Wilson avaient captée avec leur antenne sur la colline de Holmdel. Penzias et Wilson reçurent le prix Nobel de physique en 1978 pour cette découverte. Le piège à pigeons qu'ils utilisèrent pour attraper les deux intrus est aujourd'hui exposé au Smithsonian National Air and Space Museum à Washington. C'est peut-être l'objet le plus improbable de toute l'histoire de la science. Un piège à pigeons qui a mené à la preuve du Big Bang. Wilson a dit une phrase que j'aime beaucoup. On cherchait un halo autour de la Voie lactée et on a trouvé autre chose. Quand une expérience tourne mal, c'est souvent le meilleur résultat possible. Mais la découverte de Penzias et Wilson n'était que le début. Le fond diffus cosmologique contenait infiniment plus d'informations que ce que leur antenne pouvait détecter. Et extraire ces informations allait nécessiter des décennies de travail et des instruments d'une précision extraordinaire. En 1989, la NASA lança le satellite COBE, le Cosmic Background Explorer, conçu spécifiquement pour mesurer le fond diffus cosmologique avec une précision sans précédent. Le satellite était dirigé par deux physiciens dont les noms allaient entrer dans l'histoire. John Mather et George Smoot. Mather et Smoot reçurent le prix Nobel de physique en 2006 pour ce qu'ils découvrirent. COBE fit deux découvertes majeures. La première concerne le spectre du rayonnement. Mather et son équipe mesurèrent le spectre du fond diffus cosmologique avec une précision extraordinaire et montrèrent qu'il correspondait parfaitement à un spectre de corps noir, le type de rayonnement émis par un objet en équilibre thermique. La correspondance entre les données de COBE et le spectre théorique d'un corps noir à 2,725 degrés Kelvin est la plus parfaite jamais mesurée en physique. Quand Mather présenta ce résultat lors d'une conférence de l'American Astronomical Society en 1990, la salle entière se leva pour une ovation debout. C'était la preuve définitive que l'univers avait été, dans son passé lointain, dans un état de chaleur intense et d'équilibre thermique parfait. C'était la preuve la plus directe et la plus convaincante du Big Bang. La seconde découverte de COBE concernait les anisotropies, les minuscules variations de température dans le fond diffus cosmologique. Le rayonnement est extraordinairement uniforme, la même température dans toutes les directions à une partie sur 100 000 près. Mais ces variations, aussi infimes soient-elles, sont d'une importance cosmique. Elles sont les empreintes des fluctuations de densité qui existaient dans l'univers primitif, les graines à partir desquelles toutes les structures de l'univers, galaxies, amas de galaxies, filaments cosmiques, se sont formées par effondrement gravitationnel au fil des milliards d'années. Smoot, quand il vit les premières cartes des anisotropies du fond diffus cosmologique, les compara à « voir le visage de Dieu ». C'était une formulation hyperbolique, mais elle capturait l'émerveillement de contempler, pour la première fois, les structures primordiales de l'univers, les motifs qui allaient donner naissance à tout ce qui existe. Les successeurs de COBE, les satellites WMAP, lancés en 2001, et Planck lancé en 2009 par l'Agence spatiale européenne, ont mesuré les anisotropies avec une précision toujours croissante. Planck, le plus précis de tous, a cartographié les variations de température du fond diffus cosmologique avec une résolution angulaire de 5 minutes d'arc et une sensibilité en température de quelques microkelvins. Les données de Planck permettent de déterminer l'âge de l'univers à 13,8 milliards d'années avec une incertitude de seulement quelques dizaines de millions d'années. Elles confirment que l'univers est composé d'environ 5% de matière ordinaire, 27% de matière noire et 68% d'énergie sombre. Et elle confirme que les fluctuations primordiales ont exactement les propriétés prédites par la théorie de l'inflation cosmique,
Une phase d'expansion extrêmement rapide qui aurait eu lieu dans la première fraction de seconde après le Big Bang. En 1998, 3 physiciens firent une découverte qui ajouta une dimension supplémentaire à notre compréhension de l'expansion de l'univers et de l'obscurité du ciel. Saul Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Ries, travaillant indépendamment en 2 équipes, découvrirent que l'expansion de l'univers ne ralentit pas sous l'effet de la gravité, comme on s'y attendait. Elle accélère. Les galaxies lointaines s'éloignent de nous de plus en plus vite. Quelque chose, une force mystérieuse que les physiciens appellent l'énergie sombre, pousse l'expansion à s'accélérer. Les 3 reçurent le prix Nobel de physique en 2011 pour cette découverte. L'accélération de l'expansion a des conséquences vertigineuses pour le futur du ciel nocturne. Dans un univers en expansion accélérée, les galaxies lointaines finissent par s'éloigner de nous plus vite que la lumière. Pas parce qu'elles se déplacent plus vite que la lumière à travers l'espace, mais parce que l'espace entre nous et elles se dilate plus vite que la lumière ne peut le traverser. Ces galaxies franchissent l'horizon cosmologique et disparaissent de notre vue pour toujours. Aucun signal qu'elles émettront ne pourra jamais nous atteindre. Elles sont perdues. Cela signifie que le ciel nocturne du futur lointain sera encore plus noir qu'aujourd'hui. Dans des centaines de milliards d'années, quand toutes les galaxies de notre groupe local auront fusionné en une seule galaxie géante et que toutes les autres galaxies auront disparu derrière l'horizon cosmologique, les astronomes du futur, s'il en existe, ne verront qu'une seule galaxie dans un ciel entièrement noir. Ils n'auront aucune preuve observationnelle que d'autres galaxies ont jamais existé. Ils n'auront aucune preuve de l'expansion de l'univers, parce que tous les objets qu'ils pourront observer appartiendront à leur propre galaxie, se déplaçant à des vitesses locales qui ne trahissent pas l'expansion cosmique. Ils vivront dans un univers qui leur semblera statique, isolé, solitaire. Et ils n'auront aucune raison de soupçonner qu'il en ait jamais été autrement. Le fond diffus cosmologique lui-même finira par disparaître. Étiré par l'expansion accélérée, sa longueur d'onde deviendra si grande qu'il sera indétectable par n'importe quel instrument concevable. La lumière fossile du Big Bang, la preuve la plus directe de l'origine de l'univers, sera effacée. Les astronomes du futur lointain n'auront aucun moyen de savoir que l'univers a eu un commencement. Ils regarderont un ciel noir, vide, silencieux, et ils n'auront pas la moindre idée de ce qu'ils ont manqué. L'univers aura effacé ses propres traces. La cosmologie sera impossible. C'est une idée qui donne le vertige. Nous vivons dans une fenêtre cosmique, un bref intervalle dans l'histoire de l'univers où il est encore possible de voir les preuves de notre propre origine. Le fond diffus cosmologique est encore détectable. Les galaxies lointaines sont encore visibles. L'expansion est encore mesurable. Mais cette fenêtre se referme. Lentement, imperceptiblement, mais inexorablement. Et quand elle sera fermée, l'univers gardera ses secrets pour toujours. Roger Penrose, prix Nobel de physique en 2020, a proposé une vision alternative du destin ultime de l'univers qui est à la fois radicalement différente et étrangement poétique. Selon la cosmologie cyclique conforme de Penrose, le destin final de l'univers, quand toute la matière se sera désintégrée, quand tous les trous noirs se seront évaporés, quand il ne restera plus que des photons et des gravitons se propageant dans un espace-temps vide et en expansion. Ce destin final ressemblerait mathématiquement au Big Bang d'un nouvel univers. Le vide froid et mort de la fin d'un cycle serait indiscernable, d'un point de vue conforme, du plasma brûlant et dense du début du cycle suivant. L'univers renaîtrait de ses cendres. La mort serait identique à la naissance, et le cycle se répéterait, éternellement. Si Penrose a raison, alors la nuit noire que nous contemplons n'est qu'un épisode dans une histoire infinie. Le Big Bang n'est pas le commencement absolu. C'est une transition, un passage, un seuil entre un univers mourant et un univers naissant. Et le fond diffus cosmologique, cette lumière fossile que Penzias et Wilson ont captée par accident, ne serait pas la première lumière de l'univers. Ce serait la lumière de la transition, le dernier souffle de l'univers précédent transformé en premier cri d'une autre. Et c'est là qu'on arrive à quelque chose que je trouve profondément beau. La nuit n'est pas noire, le ciel n'est pas sombre, le ciel brille en permanence.
Il brille dans toutes les directions, tout le temps, depuis 13,8 milliards d'années. Mais il brille dans une longueur d'onde que nos yeux ne peuvent pas voir. Nous sommes biologiquement aveugles à la lumière la plus ancienne de l'univers. Et pourtant, elle est partout autour de nous. En latin, il y a deux mots pour dire noir, ate et niger. La différence entre les deux est fascinante. Ater, c'est le noir mat, le noir éteint, le noir lugubre. C'est le noir de l'absence, le noir du deuil, le noir du vide. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot atroce. Niger, lui, c'est le contraire. C'est le noir brillant, c'est le noir qui a de l'éclat, c'est le noir d'un plumage de corbeau qui brille au soleil, c'est le noir d'un ciel d'encre semé d'étoiles. Et c'est de niger que vient le verbe dénigrer. Dénigrer, étymologiquement, c'est retirer l'éclat de quelque chose, retirer sa brillance. Et c'est exactement ce que font nos yeux chaque nuit. Ils dénigrent la nuit, ils retirent son éclat. La nuit brille, mais nos yeux ne sont pas équipés pour le voir. Nos rétines ne captent que la lumière visible, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet. Une toute petite fenêtre du spectre électromagnétique. Les micro-ondes passent à travers sans que nous puissions nous en rendre compte. Nous sommes aveugles à 99% du spectre électromagnétique. Nous ne voyons qu'une minuscule fraction de la réalité, et nous croyons que c'est toute la réalité. C'est comme être dans un concert et ne pouvoir entendre qu'une seule note. Vous diriez que la salle est presque silencieuse. Mais en réalité, un orchestre entier est en train de jouer. Les astronomes, eux, avec leurs radiotélescopes, leurs satellites, leurs détecteurs de micro-ondes, ils ont donné à la nuit sa dignité. Ils ont montré que le ciel nocturne est en réalité un océan de lumière fossile, le vestige du tout premier instant où l'univers est devenu visible. Cette question, pourquoi la nuit est-elle noire, elle paraît presque ridicule. C'est le genre de question qu'on balaye du revers de la main, que l'on confie à un enfant curieux sans y penser deux fois. Sauf qu'en réalité, cette question contient tout. Elle contient le fait que l'univers a un âge, qu'il n'a pas toujours existé, qu'il y a eu un début. Elle contient le fait que l'univers est en expansion, que les galaxies s'éloignent les unes des autres, que l'espace lui-même grandit et que cette expansion accélère. Elle contient le fait que les étoiles naissent et meurent, qu'elles ne sont pas éternelles, qu'elles brûlent leur carburant nucléaire et s'éteignent. Elle contient le fait que la lumière du Big Bang baigne encore l'univers entier, mais dans une longueur d'onde que nos yeux ne captent pas. Et elle contient la promesse mélancolique que le ciel du futur sera encore plus noir que celui d'aujourd'hui. Quand les galaxies lointaines auront disparu derrière l'horizon et que la lumière fossile elle-même aura été étirée au-delà de toute détection. Et c'est cela que j'aime avec la science. Les plus grands secrets de l'univers ne se cachent pas toujours derrière des équations impossibles ou des télescopes géants. Parfois, ils se cachent derrière les questions les plus simples. Celles qu'on ne pense même pas à poser. Celles qui semblent trop évidentes pour mériter une réponse. Pourquoi la nuit est-elle noire? Parce que l'univers est jeune, parce qu'il grandit, parce que les étoiles meurent, et parce que nos yeux ne voient presque rien de ce qui brille réellement autour de nous. 4 réponses, 4 piliers de la cosmologie moderne, cachés dans une question qu'un enfant de 5 ans pourrait poser, et qu'un poète du 19e siècle a été le premier à résoudre. Mais l'histoire du paradoxe d'Olbers et de sa résolution nous apprend aussi quelque chose de profond sur la manière dont la science fonctionne, sur le rapport entre l'intuition et la démonstration, sur la manière dont une question qui semble naïve peut contenir des siècles de physique, et sur le fait que parfois, ce sont les outsiders, les poètes, les amateurs, ceux que personne ne prend au sérieux, qui voient le plus loin. Quand Poe publia Eureka en 1848, personne dans la communauté scientifique ne le prit au sérieux. Un auteur de nouvelles fantastiques qui prétendait expliquer l'univers. L'idée même était risible. Et pourtant, son intuition sur l'âge fini de l'univers et sur la vitesse finie de la lumière comme explication de l'obscurité du ciel était fondamentalement correcte. Il avait vu quelque chose que Kepler, Halley, Olbers et tous les astronomes avant lui avaient manqué. Non pas parce qu'il était plus intelligent qu'eux, mais parce qu'il posait la question différemment. Les astronomes cherchaient une explication à l'intérieur du cadre de l'univers infini et éternel.
Poe remit le cadre lui-même en question. Et si l'univers n'était pas éternel? Et si tout avait commencé? Cette question, les scientifiques de l'époque ne pouvaient même pas la poser, parce qu'un univers avec un commencement était une idée religieuse, pas scientifique. Un poète pouvait se le permettre. Un astronome, non. Steven Weinberg, prix Nobel de physique en 1979, a écrit un livre intitulé Les 3 premières minutes, qui reste l'un des ouvrages de vulgarisation cosmologique les plus remarquables jamais écrits. Weinberg y décrit avec une clarté magistrale les premiers instants de l'univers, depuis la soupe primordiale de quarks et de gluons jusqu'à la formation des premiers noyaux atomiques, quelques minutes seulement après le Big Bang. Weinberg nota que les physiciens du début du XXe siècle avaient toutes les données nécessaires pour prédire l'existence du fond diffus cosmologique. La physique de Boltzmann, la relativité d'Einstein, la mécanique quantique naissante, tout était en place. Et pourtant, personne n'y pensa. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas les outils, c'est qu'ils n'avaient pas l'imagination. Ils étaient si profondément ancrés dans l'idée d'un univers éternel et statique qu'ils ne pouvaient pas concevoir l'alternative. L'obstacle n'était pas technique, il était conceptuel. Et c'est pour cela qu'un poète, libre de toute orthodoxie scientifique, put voir ce que les physiciens ne voyaient pas. L'histoire de la cosmologie au XXe siècle est, en un sens, l'histoire de la science rattrapant l'intuition d'un poète mort dans le caniveau à 40 ans. Chaque grande découverte cosmologique du siècle confirma un aspect de ce que Poe avait entrevu. Hubble confirma que l'univers n'est pas statique. Penzias et Wilson confirmèrent qu'il y avait eu un début. Cobb confirma que le début était chaud et dense. Et l'accélération de l'expansion confirma que le destin de l'univers est plus étrange encore que ce que quiconque, y compris Poe, avait imaginé. Il y a entre le moment où Poe publia Eureka et le moment où Penzias et Wilson découvrirent le fond diffus cosmologique une période de 116 ans. 116 ans pendant lesquels la science chemina, par bonds et par détours, vers la confirmation d'une intuition qu'elle avait d'abord méprisée. C'est un rappel puissant que la vérité scientifique ne naît pas toujours dans les laboratoires. Parfois, elle naît dans un poème. Parfois, elle jaillit de l'imagination d'un esprit libre, non contraint par les orthodoxies de son époque. Et parfois, il faut un siècle pour que le monde s'en rende compte. Mais revenons à la physique pure et explorons plus en profondeur ce que le fond diffus cosmologique nous apprend sur l'univers. Parce que ce rayonnement fossile n'est pas simplement la preuve que le Big Bang a eu lieu. C'est un trésor d'informations sur les conditions qui régnaient dans l'univers primitif, et ces informations ont des implications directes pour le paradoxe d'Olbers et pour notre compréhension de la raison pour laquelle le ciel est comme il est. Le fond diffus cosmologique a été émis 380 000 ans après le Big Bang, à l'époque de la recombinaison, le moment où l'univers s'est refroidi suffisamment pour que les électrons se combinent avec les noyaux atomiques et forment des atomes neutres. Avant cette époque, l'univers était un plasma opaque, une soupe de particules chargées dans laquelle les photons ne pouvaient pas voyager librement. Ils rebondissaient constamment sur les électrons libres, comme la lumière dans un brouillard dense. La recombinaison est le moment où le brouillard s'est dissipé. L'univers est devenu transparent et la lumière a pu voyager librement pour la première fois. Mais entre la recombinaison et l'allumage des premières étoiles, il y a une période que les cosmologistes appellent les âges sombres cosmiques. Pendant cette période, qui a duré environ 100 à 200 millions d'années, l'univers était transparent mais sombre. Le fond diffus cosmologique s'était déjà refroidi au point de devenir invisible, et aucune étoile n'existait encore pour produire de la lumière visible. L'univers était plongé dans une obscurité totale. Pas un photon visible n'existait nulle part. Si vous aviez pu flotter dans l'espace pendant cette époque, vous n'auriez rien vu du tout. Un noir absolu, complet, sans la moindre lueur. Pas même le fond diffus cosmologique, dont la longueur d'onde avait déjà glissé hors du visible. Puis, quelque part, entre 100 et 300 millions d'années après le Big Bang, les premières étoiles se sont allumées. Ces étoiles, que les astronomes appellent étoiles de population 3, étaient radicalement différentes des étoiles que nous connaissons aujourd'hui. Elles étaient composées uniquement d'hydrogène et d'hélium,
les seuls éléments produits par le Big Bang. Sans éléments lourds pour faciliter le refroidissement du gaz, ces étoiles devaient être extraordinairement massives, peut-être des centaines de fois la masse du Soleil, et extraordinairement lumineuses, des millions de fois plus lumineuses que notre étoile. Leur lumière ultraviolette intense rayonnisa le gaz neutre de l'univers, le réchauffant et le rendant à nouveau partiellement opaque dans l'ultraviolet. C'est la période de la rayonisation, la dernière grande transition de l'univers, qui se termina environ 1 milliard d'années après le Big Bang. Aucune étoile de population 3 n'a encore été directement observée. Elles se sont toutes éteintes il y a des milliards d'années, leur vie ayant été extraordinairement brève, quelques millions d'années tout au plus, en raison de leur masse colossale. Mais leurs signatures sont recherchées activement par le télescope spatial James Webb, l'instrument le plus puissant jamais construit pour observer l'univers lointain. James Webb, lancé en décembre 2021 et opérationnel depuis l'été 2022, observe dans l'infrarouge la longueur d'onde dans laquelle la lumière des premières étoiles et des premières galaxies, décalée vers le rouge par l'expansion de l'univers, devrait être détectable. Les premières images de James Webb ont déjà révélé des galaxies existant seulement 300 millions d'années après le Big Bang, des galaxies étonnamment matures et structurées pour leur jeune âge, défiant les modèles existants de formation galactique. Ces observations ont une pertinence directe pour le paradoxe d'Olbers, parce qu'elles montrent que les premières sources de lumière de l'univers étaient très différentes des étoiles et galaxies que nous voyons aujourd'hui. L'univers n'a pas toujours brillé de la même manière. Il a traversé des époques de lumière et d'obscurité, de transparence et d'opacité, de naissance stellaire intense et de calme relatif. Le ciel nocturne que nous observons est le produit de toute cette histoire, de ces 13,8 milliards d'années d'évolution cosmique, et chaque zone noire entre les étoiles raconte un chapitre de cette histoire. Il y a un aspect du fond diffus cosmologique que nous n'avons pas encore mentionné et qui est peut-être le plus vertigineux de tous. C'est ce que les physiciens appellent l'inflation cosmique. En 1980, le physicien Alan Guth, alors jeune postdoctorant, proposa que l'univers avait traversé, dans la toute première fraction de seconde après le Big Bang, une phase d'expansion extraordinairement rapide. Pendant cette phase, l'univers aurait doublé de taille environ 70 fois en une durée inférieure à 10 puissance moins 32 secondes. Un intervalle de temps si court qu'il dépasse toute analogie humaine. En un clin d'œil cosmique, une région plus petite qu'un atome serait devenue plus grande que l'univers observable actuel. L'inflation résout plusieurs problèmes de la cosmologie standard. Elle explique pourquoi le fond diffus cosmologique est aussi uniforme dans toutes les directions, parce que toutes les régions de l'univers observable étaient autrefois en contact causal avant d'être séparées par l'inflation. Elle explique pourquoi l'univers est géométriquement plat, parce que l'inflation a étiré toute courbure initiale au point de la rendre indétectable. Et elle explique l'origine des fluctuations de densité qui ont donné naissance aux galaxies, parce que l'inflation a amplifié les fluctuations quantiques microscopiques du vide jusqu'à des échelles cosmiques. Les prédictions de l'inflation sont confirmées par les données de Planck avec une précision remarquable. Le spectre des anisotropies du fond diffus cosmologique correspond presque exactement aux prédictions de l'inflation. Et c'est peut-être l'aspect le plus stupéfiant de toute cette histoire. Les variations de température dans le fond diffus cosmologique, ces motifs infimes que Cobb, WMAP et Planck ont cartographiés, sont les vestiges de fluctuations quantiques qui se sont produites dans la première fraction de seconde de l'existence de l'univers, amplifiées par l'inflation et gravées dans la lumière fossile pour l'éternité. Quand vous regardez une carte du fond diffus cosmologique, vous regardez littéralement les empreintes quantiques de la naissance de l'univers. Hans Bethe, le même prix Nobel qui élucida les réactions nucléaires dans les étoiles, travailla aussi sur la nucléosynthèse primordiale, le processus par lequel les premiers éléments chimiques furent forgés dans les minutes suivant le Big Bang. Ces travaux, combinés à ceux de Ralph Alpher et George Gamow, montrèrent que dans les premières minutes de l'univers, quand la température était de l'ordre de milliards de degrés, les protons et les neutrons fusionnèrent pour former les noyaux d'hélium, de deutérium
et de lithium. La prédiction de l'abondance relative de ces éléments, calculée à partir des conditions du Big Bang, correspond avec une précision remarquable aux abondances observées dans les régions les plus primitives de l'univers. C'est l'un des tests les plus solides du modèle du Big Bang. Et c'est une autre confirmation indirecte de la réponse au paradoxe d'Olbers. L'univers a eu un commencement, un moment où il était chaud et dense, et ce commencement a laissé des traces mesurables dans la composition chimique de l'univers. Et tout cela, toute cette physique, toute cette cosmologie, toute cette histoire, s'étalant sur 13,8 milliards d'années, depuis l'inflation initiale jusqu'aux premières étoiles, depuis la lumière fossile jusqu'à l'accélération de l'expansion, tout cela est contenu dans une seule question. Une question qu'un enfant peut poser en une seconde. Pourquoi la nuit est-elle noire? La réponse, nous la connaissons maintenant. L'univers est jeune, il grandit. Les étoiles meurent, et nos yeux ne voient presque rien de ce qui brille réellement autour de nous. 4 réponses, 4 piliers de la cosmologie moderne. Cachés dans une question que Poe fut le premier à résoudre, dans un poème que personne ne lut, 1 an avant de mourir seul dans une rue de Baltimore. L'univers garde ses secrets dans les endroits les plus simples, et les plus grands esprits ne sont pas toujours ceux qui portent des blouses blanches. Parfois, ce sont ceux qui portent une plume et un regard levé vers un ciel noir qui n'est pas noir du tout. Il y a une dimension du paradoxe d'Olber que nous n'avons pas encore explorée et qui est peut-être la plus profonde de toutes. Elle concerne la thermodynamique, la science de la chaleur et de l'énergie, et elle touche au destin ultime de l'univers. Parce que la question de la noirceur du ciel n'est pas seulement une question sur le passé de l'univers, c'est aussi une question sur son avenir. Et cet avenir, tel que la physique le décrit, est d'une beauté mélancolique qui ferait pleurer un poète. Le deuxième principe de la thermodynamique, l'une des lois les plus fondamentales et les plus inexorables de la physique, dit que l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter au fil du temps. L'entropie, c'est une mesure du désordre, de la dispersion de l'énergie, de la dégradation de la qualité de l'information. Un cube de glace dans un verre d'eau chaude fond. La chaleur de l'eau se répartit uniformément. Le système atteint l'équilibre thermique. Et à l'équilibre, plus rien d'intéressant ne se passe. L'énergie est toujours là, mais elle est uniformément répartie, inutilisable, incapable de produire du travail, de faire tourner un moteur, d'allumer une étoile, de faire battre un cœur. L'univers dans son ensemble obéit au deuxième principe. Son entropie augmente sans cesse. Les étoiles brûlent leur carburant nucléaire et s'éteignent. Les galaxies fusionnent et se dispersent. Les trous noirs engloutissent la matière et finissent par s'évaporer en rayonnement de Hawking. Et au bout de délais inconcevables, des milliards d'années, l'univers atteindra un état d'entropie maximale. Un état dans lequel toute l'énergie sera uniformément répartie, toute la matière sera désintégrée, tous les trous noirs se seront évaporés. Il ne restera plus que des photons et des neutrinos errants dans un espace-temps en expansion éternelle, de plus en plus froid, de plus en plus dilué, de plus en plus vide. C'est ce que les physiciens appellent la mort thermique de l'univers. Dans un univers en mort thermique, le ciel sera véritablement noir. Pas noir comme il l'est aujourd'hui, où l'obscurité apparente cache un fond diffus cosmologique omniprésent et une lumière stellaire décalée vers le rouge. Noir au sens absolu, sans photons, sans rayonnement, sans la moindre trace d'énergie utilisable. Un noir que même les instruments les plus sensibles ne pourraient pas percer, parce qu'il n'y aurait rien à détecter. L'univers serait devenu ce que le paradoxe d'Olbers imaginait comme impossible, un espace véritablement vide de lumière. Le physicien Freeman Dyson, l'un des esprits les plus originaux du XXe siècle, explora dans un article célèbre de 1979 les possibilités de survie de la vie intelligente dans un univers mourant. Dyson calcula que des êtres intelligents pourraient en principe survivre indéfiniment, même dans un univers en refroidissement constant, en ralentissant progressivement leur métabolisme, en espaçant leurs pensées, en hibernant pendant des durées de plus en plus longues entre des brefs moments d'activité. La vie ne mourrait pas, elle ralentirait, indéfiniment. Chaque pensée serait séparée de la suivante par des milliards d'années.
mais la conscience persisterait, infiniment diluée dans un temps infiniment long. Cette vision est poétique, mais elle a été remise en question par la découverte de l'accélération de l'expansion. Dans un univers dominé par l'énergie sombre, l'expansion accélérée finit par diluer toute matière et toute énergie au-delà de tout seuil utilisable. Même la stratégie de Dyson échoue dans un univers qui s'étire exponentiellement. La mort thermique, dans un univers en expansion accélérée, est non seulement inévitable, mais absolue. Il n'y a pas d'échappatoire, pas de ruse thermodynamique, pas de survie indéfinie. Et c'est peut-être ici que le paradoxe d'Olbers révèle sa profondeur ultime. Le ciel est noir parce que l'univers a un âge, parce qu'il s'expande, parce que les étoiles meurent. Mais ces trois faits sont aussi les raisons pour lesquelles l'univers est habitable. Un univers infini, éternel et rempli de lumière serait un univers porté à des milliers de degrés. Un univers en équilibre thermique. Un univers mort. L'obscurité du ciel n'est pas un défaut. C'est la condition de notre existence. Le noir entre les étoiles est l'espace dans lequel la vie est possible. La nuit est le prix que l'univers paie pour être vivant. Le prix Nobel de physique 2019, James Peebles, dans son discours de réception à Stockholm, a souligné l'importance de comprendre non seulement ce que l'univers est, mais aussi pourquoi il est compatible avec notre existence. Le fait que l'univers ait exactement le bon âge, exactement le bon taux d'expansion, exactement la bonne quantité de matière et d'énergie pour permettre la formation d'étoiles, de planètes et d'êtres conscients, capables de contempler le ciel nocturne et de se demander pourquoi il est noir, ce fait est l'un des mystères les plus profonds de la cosmologie. Certains physiciens l'expliquent par le principe anthropique, l'idée que nous ne pouvons observer que des univers compatibles avec notre existence. D'autres y voient l'indice d'un ajustement fin des constantes de la nature, un réglage extraordinairement précis des paramètres fondamentaux sans lequel rien de ce que nous connaissons n'existerait. D'autres encore, comme Penrose avec sa cosmologie cyclique, y voient le signe que les conditions initiales de l'univers ne sont pas arbitraires, mais sont liées à la fin d'un cycle précédent. Quelle que soit l'explication, le fait demeure. L'univers est noir. Et cette noirceur est la condition de tout ce que nous sommes. Si le ciel était un mur de lumière, comme le paradoxe d'Olbers le prédit pour un univers infini et éternel, il n'y aurait personne pour le regarder. L'obscurité entre les étoiles est l'espace dans lequel la chimie peut produire des molécules complexes, dans lequel la gravité peut assembler des planètes, dans lequel l'évolution peut façonner des cerveaux capables de lever les yeux et de s'émerveiller. Le noir du ciel n'est pas l'absence de quelque chose. C'est la présence de tout. C'est la condition de l'existence. Il est frappant de constater combien de prix Nobel de physique sont directement liés à la résolution du paradoxe d'Olbers et à ses implications cosmologiques. Penzias et Wilson en 1978 pour la découverte du fond diffus cosmologique. Mather et Smoot en 2006 pour les mesures de Cobb. Perlmutter, Schmidt et Ries en 2011 pour l'accélération de l'expansion. Peebles en 2019 pour le cadre théorique de la cosmologie moderne. Penrose en 2020 pour les théorèmes de singularité et sa cosmologie cyclique. Bett en 1967 pour les réactions nucléaires stellaires. Chandrasekhar et Fowler en 1983 pour l'évolution stellaire et la nucléosynthèse. Weinberg en 1979 pour ses contributions à la physique des premiers instants de l'univers. Chacun d'entre eux a apporté une pièce du puzzle qui explique pourquoi, quand vous sortez ce soir et que vous levez les yeux vers le ciel, vous voyez du noir. Et ce noir, nous le savons maintenant, n'est ni vide ni silencieux. Il brille d'une lumière invisible. Il raconte une histoire de 13,8 milliards d'années. Il porte en lui les empreintes des fluctuations quantiques de l'inflation, les vestiges du plasma primordial de la recombinaison, les traces des premières étoiles qui se sont allumées dans les âges sombres cosmiques, et la promesse mélancolique d'un futur où même cette lumière fossile finira par s'estomper dans le néant. Le ciel nocturne est un livre ouvert, un livre écrit en micro-ondes et en infrarouge, en rayons X et en ondes radio. Un livre que nos yeux ne peuvent pas lire, mais que nos instruments déchiffrent page par page, découverte par découverte, prix Nobel par prix Nobel.
Et au cœur de ce livre, au début de ce récit cosmique de 13,8 milliards d'années, il y a un poète américain du 19e siècle qui a vu ce que les physiciens ne voyaient pas, qui a posé la bonne question et donné la bonne réponse un siècle trop tôt, qui a écrit son chef-d'œuvre dans un poème que personne n'a lu et qui est mort seul avant que le monde ne comprenne qu'il avait eu raison. La nuit est noire parce que l'univers est jeune. Poe l'a dit le premier. La science l'a confirmé ensuite. Et le ciel, qui semble vide et sombre quand on le regarde avec des yeux humains, brille en réalité d'une lumière aussi vieille que le temps. Il suffit de savoir regarder. L'un des aspects les plus fascinants de cette histoire est la façon dont chaque génération de télescopes a approfondi notre compréhension de la raison pour laquelle le ciel est noir, révélant des couches de complexité que personne n'avait anticipées. Quand Penzias et Wilson découvrirent le fond diffus cosmologique en 1964, ils ne pouvaient mesurer que sa température moyenne. Ils savaient qu'il était là. Ils savaient qu'il remplissait l'univers entier. Mais ils ne pouvaient pas voir ces détails. C'était comme savoir qu'il y a un tableau dans une pièce sombre sans pouvoir distinguer ce qu'il représente. Le satellite COBE, lancé 25 ans plus tard, alluma la lumière. Pour la première fois, les scientifiques purent voir la texture du fond diffus cosmologique, les minuscules variations de température d'une partie du ciel à l'autre. Ces variations, de l'ordre de quelques dizaines de microkelvins, sont les empreintes digitales du Big Bang, les vestiges des ondes sonores qui traversaient le plasma primordial avant la recombinaison. Oui, des ondes sonores. Dans l'univers primitif, avant que la matière ne devienne transparente, le plasma chaud et dense oscillait sous l'effet combiné de la gravité, qui le comprimait, et de la pression de radiation, qui le repoussait. Ces oscillations étaient de véritables ondes acoustiques, des vagues de compression et de raréfaction qui se propageaient à travers le plasma à environ la moitié de la vitesse de la lumière. Quand l'univers devint transparent, ces ondes furent figées dans la lumière, comme une photographie d'un lac prise au moment exact où une pierre y tombe, avec les cercles d'ondes encore visibles sur la surface. Les anisotropies du fond diffus cosmologique sont ces cercles. Et leur analyse permet de déduire les propriétés fondamentales de l'univers avec une précision que les cosmologistes des générations précédentes n'auraient jamais osé espérer. Le satellite WMAP, lancé en 2001, affina considérablement la carte du fond diffus cosmologique. Ces données permirent de déterminer l'âge de l'univers à 13,7 milliards d'années, avec une marge d'erreur de seulement 1%. Le satellite Planck, lancé en 2009, poussa la précision encore plus loin, révélant des détails dans le fond diffus cosmologique que COBE et WMAP ne pouvaient pas résoudre. Les données de Planck confirmèrent avec une précision spectaculaire les prédictions du modèle standard de la cosmologie, un modèle dans lequel l'univers est composé d'environ 5% de matière ordinaire, les atomes dont nous sommes faits, 27% de matière noire, une substance mystérieuse qui exerce une gravité mais n'émet aucune lumière, et 68% d'énergie sombre, la force mystérieuse qui accélère l'expansion. Ce modèle, construit à partir des travaux théoriques de Peebles et de tant d'autres, est confirmé par les observations de COBE, WMAP et Planck, est la description la plus complète et la plus précise de l'univers que l'humanité ait jamais produite. Et cette description explique, dans ses moindres détails quantitatifs, pourquoi le ciel est noir. L'âge fini de l'univers limite l'horizon de lumière. L'expansion décale le spectre des sources lointaines, hors du visible. La constante cosmologique accélère cette expansion, rendant les sources les plus lointaines progressivement inobservables. La durée de vie finie des étoiles limite la durée totale d'émission lumineuse. Et le fond diffus cosmologique, vestige de l'époque où l'univers tout entier était lumineux, a été étiré par l'expansion jusqu'aux longueurs d'onde micro-ondes, rendant cette lumière primordiale invisible à nos yeux. Chaque composante du modèle contribue à l'explication. Et l'explication est complète, quantitative, testée et confirmée par des décennies d'observations. Mais il y a un dernier retournement dans cette histoire. Un retournement qui concerne non pas le passé de l'univers, mais le tout premier instant de son existence. Quelque chose que même le fond diffus cosmologique ne peut pas nous montrer.
Parce que le fond diffus cosmologique date de 380 000 ans après le Big Bang. Avant cela, l'univers était opaque. La lumière ne pouvait pas voyager. Il y a une limite au-delà de laquelle les photons ne peuvent pas nous porter d'informations. Un mur de lumière au-delà duquel se cachent les tout premiers instants. Mais les photons ne sont pas le seul messager que l'univers nous envoie. Il y a les ondes gravitationnelles. Ces ondulations dans le tissu de l'espace-temps, prédites par Einstein en 1916 et détectées pour la première fois par LIGO en 2015, une découverte qui valut le prix Nobel de physique 2017 à Kip Thorne, Rainer Weiss et Barry Barish. Les ondes gravitationnelles ne sont pas bloquées par le plasma. Elles traversent la matière presque sans interaction. Si des ondes gravitationnelles ont été produites dans les tout premiers instants de l'univers, pendant l'inflation par exemple, elles auraient pu voyager librement depuis le commencement, portant des informations sur une époque que la lumière ne peut pas atteindre. Des détecteurs d'ondes gravitationnelles de la prochaine génération pourraient un jour détecter ce fond gravitationnel primordial et nous ouvrir une fenêtre sur les instants les plus anciens de l'univers. Avant la lumière, avant les atomes, avant tout, si ce fond gravitationnel primordial existe et est détecté, il constituerait une nouvelle forme de lumière, non pas de la lumière électromagnétique, mais de la lumière gravitationnelle, une lumière encore plus ancienne que le fond diffus cosmologique, une lumière née dans la première fraction de seconde de l'existence de l'univers. Et le ciel, déjà riche en micro-ondes invisibles, se révélerait encore plus riche en vibrations gravitationnelles, un océan de frémissements spatio-temporels datant du tout premier instant, traversant notre corps en ce moment même sans que nous puissions le sentir. Le ciel est noir pour nos yeux, mais il brille en micro-ondes pour nos radiotélescopes. Et il pourrait vibrer en ondes gravitationnelles pour nos détecteurs du futur. Chaque couche de détection révèle une couche de réalité. Et chaque couche de réalité renvoie à un moment plus ancien, à une vérité plus profonde, à un secret plus intime de l'univers. Pourquoi la nuit est-elle noire? La question est simple. La réponse est l'histoire de l'univers. Et cette histoire n'est pas terminée. Les prochains chapitres seront écrits par les télescopes qui ne sont pas encore construits, par les détecteurs qui ne sont pas encore inventés, par les physiciens qui ne sont pas encore nés. Et peut-être, quelque part dans le futur, par un nouveau poète qui lèvera les yeux vers un ciel qui n'aura pas fini de nous émerveiller.